En 2010, ma femme et moi, nous nous sommes mariés. Et oui, ça va bientôt faire 10 ans. Et en 10 ans, il s'en est passé des choses dans notre vie de couple, mais aussi dans l'univers du jeu de société. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les meilleurs jeux des 10 dernières années. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis vraiment emballé parce que je vous propose enfin mon top des meilleurs jeux de la décennie. Nous allons commencer en 2010 et nous allons passer en revue chacune des années jusqu'en 2019 et pour chacune de ces années, je vais vous nommer le jeu qui selon moi est le meilleur et qui est sorti dans cette année. Mais j'ai deux choses à vous préciser avant toute chose. Premièrement, il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un qui a de la difficulté naturellement à faire des tops, à faire des listes et à classer de façon subjective pourquoi tel jeu est meilleur que celui-là, pourquoi je le mets celui-là en 4e place et que je l'aime un peu plus que celui-là que je mets en 5e place. J'ai de la difficulté à faire ça. Donc, pour moi, de vous proposer un tel top, même si on y va un titre par année, c'est tout un défi, tout un accomplissement. Alors, pour m'encourager à faire davantage de top, je vous invite immédiatement à me laisser un pouce vers le haut, me laisser des commentaires d'encouragement également si vous appréciez cette formule et peut-être, qui sait, je vous proposerai davantage de top dans l'année 2020. La deuxième chose que je veux vous préciser, c'est que je me suis un peu grandement inspiré également de la série de Sylvain où il vous présentait dans chacune de ses vidéos une année bien précise, par exemple une vidéo dédiée à l'année 2010 et où est-ce qu'il vous faisait un top 6, donc un classement des jeux qu'il jugeait être les meilleurs, en 6e place étant le titre le moins intéressant mais qui a quand même fait son top et en première place étant le meilleur jeu selon lui de l'année. Il mentionnait même des jeux auxquels il n'avait pas joué ou des mentions honorables qui n'avaient pas fait son top. Donc si vous n'avez pas vu la série de Sylvain, ce serait bien intéressant que vous alliez y jeter un coup d'œil. Vous allez voir que nous n'avons pas du tout ciblé les mêmes types de jeux. Alors ce sera intéressant de comparer nos deux profils. À l'instar de Sylvain, je ne vais pas classer les 6 meilleurs titres pour chacune des années. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que pour l'année 2010, par exemple, je vais vous énumérer quelques titres de jeux qui sont sortis cette année-là uniquement pour vous situer dans le temps, mais je vais seulement vous parler davantage du jeu que je juge être le meilleur. Alors sans plus attendre, nous allons faire un petit retour dans le passé et nous allons immédiatement explorer l'année 2010. Bienvenue en 2010. 2010, année où des titres comme Fresco et Forbidden Island sortent sur le marché, mais c'est pas seulement des jeux accessibles comme ceux-ci, mais également des gros jeux avec de la viande autour de l'os comme Dominant Species et 3, deux excellents jeux auxquels malheureusement je n'ai joué qu'une seule partie, alors je ne pourrais pas leur attribuer la palme tant convoité de jeu le meilleur de l'année. Mais par contre, il y a un jeu en 2010 qui est sorti, qui a joué pour beaucoup dans l'univers du jeu de société. Qu'est-ce que l'univers est devenu aujourd'hui? Et il s'agit de Seven Wonders. Donc, Seven Wonders a certainement eu sa place en 2010, c'est un jeu qui, à l'époque, se montrait novateur, original, fonctionnel, rapide, qui offrait une expérience de jeu complète, peu importe le nombre de joueurs, qu'on y joue même jusqu'à 7 joueurs. À l'époque, c'était sensationnel et je crois même que ça l'est encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, malgré le tsunami, le raz-de-marée, la vague immense, les pluies torrentielles de nouveautés, dont on est bombardé sans cesse. Je crois que Seven Wonders a toujours sa place. Donc un jeu d'Antoine Boza, 2 à 7 joueurs, une durée moyenne d'une partie va être d'environ 30 minutes. Et ça, on parle vraiment de joueurs auxquels
qui ne sont pas nécessairement habitués au jeu. Alors vraiment un jeu très intéressant, des mécaniques qui fonctionnent bien, une tonne d'extensions qui sont maintenant disponibles. Et bien que aujourd'hui je suis capable de façon subjective de voir plein de petits détails que je n'aime pas avec Seven Wonders, et il y a certainement d'autres jeux qui sont sortis par la suite plus tard qui selon moi sont meilleurs que Seven Wonders et qui peuvent procurer un sentiment semblable. Je dois tout de même lever mon chapeau, saluer l'immense respect que j'ai envers l'œuvre de M. Bauza et tout ce qu'il a fait avec Seven Wonders, et je ne peux que confirmer qu'en 2010, c'est selon moi le meilleur jeu qui est sorti. On continue notre voyage dans le temps et nous allons explorer maintenant l'année 2011. En 2011, on a eu droit à certains bons titres, encore une fois, comme chacune des années que je vais vous présenter aujourd'hui, mais on a eu des titres comme Takenoko, un jeu que j'ai vraiment aimé découvrir lorsque j'ai été plongé dans le hobby, mais aussi des jeux comme Trajan, Stefan Feld qui a traversé les âges encore une fois, mais aussi d'immenses jeux épique d'aventure comme Mage Knight, mais vous aurez compris que aucune de ces trois mentions n'est selon moi le jeu de l'année. En 2011, je n'ai d'autre choix que de vous parler de Castles of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, un autre jeu de Stefan Feld, même que j'irais jusqu'à dire chef-d'œuvre de Stefan Feld, un jeu qui est affreux, bien que selon moi plus beau dans sa formule originale que la réédition qui vient d'arriver sur le marché. Mais ça, c'est un autre dossier. On n'ouvrira pas cette porte-là, s'il vous plaît. Alors, Castles of Burgundy, qui est l'exemple parfait du jeu beige, mais qui est mécaniquement fonctionnel, qui roule à souhait. Peu importe le nombre de joueurs, ce jeu-là est sensationnel. Je crois que c'est l'un des seuls jeux de ma collection auquel j'ai fait beaucoup plus de parties à 2 joueurs qu'à 3 ou à 4, bien que certains autres titres entrent dans cette catégorie-là. Je crois que Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, est le jeu auquel ma femme et moi avons le plus joué ensemble. Et quel plaisir constant de replonger dans ce jeu. Et si vous n'avez pas eu encore la chance de jouer au château de Bourgogne, je vous invite à nous laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-nous pourquoi vous n'avez pas encore donné sa chance à ce jeu. Est-ce que c'est à cause des composantes qui laissent à désirer, le look du jeu, la thématique qui est drabe et quasiment absente? Selon moi, les châteaux de Bourgogne, c'est clairement un incontournable si vous êtes dans le hobby du jeu de société et que vous voulez vous attaquer à quelque chose d'un peu plus lourd que Seven Wonders, par exemple, tout en restant assez accessible en général. Pour moi, c'est un incontournable, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et bien que Mage Knight soit excellent, épique et tout ça, il ne fait pas le poids devant les châteaux de Bourgogne. C'est pourquoi c'est selon moi le meilleur jeu de 2011. On continue notre voyage à travers le temps et cette fois-ci, allons voir ce que 2012 nous réserve. Alors en 2012, on a eu encore une fois d'excellents jeux. Je crois que 2012 ainsi qu'une autre année dont je vais vous parler un peu plus tard a été l'une des années les plus difficiles pour moi à trancher, que voilà, c'est vraiment ce jeu-là qui est le meilleur de l'année parce qu'on a d'excellents titres comme Kemet, comme Terra Mystica, comme Descent, Legendary également qui est sorti en 2012 et Tzolk'in qui sont des jeux auxquels j'ai joué et qui sont magnifiques, qui sont excellents, dans lesquels on peut vraiment s'investir, mais selon moi, et la lutte a été serrée, mais selon moi, le jeu de 2012 qui est sans contredit le meilleur, c'est bien Robinson Crusoe. En français, je crois que c'est Aventure sur l'île maudite ou quelque chose comme ça. Alors ici, vous voyez le visuel de la nouvelle édition qui était proposée en, je sais pas en quelle année, en 2017, 2018, je crois, mais moi, j'avais vraiment la boîte originale de 2012 et c'est un jeu exceptionnel qui est certainement, si un jour je fais mon top 10 des meilleurs jeux au monde, toute année confondue, vraiment de mon appréciation subjective, personnelle et tout ça, je suis convaincu que Robinson Crusoe aurait sa place dans ce top parce que c'est un jeu hautement
thématique, engageant. On n'a pas le choix en jouant à Robinson Crusoe que de plonger dans cet univers, de vivre les instants, de vivre les moments qui vont nous être proposés, qui vont nous être imposés. On a toutes sortes de mécanismes qui sont mélangés ensemble. On a de l'exploration, on a de la gestion de ressources, on a de la gestion de crise aussi, un petit peu selon les scénarios du contrôle de territoire. On a un mécanisme également de gestion des événements. On doit gérer également à quel moment c'est le plus profitable et le plus avantageux pour nous de faire certaines actions. Il y a une gestion de risque aussi avec la chasse, avec les événements. C'est vraiment, vraiment délicieux. C'est du bonbon Robinson Crusoe. C'est, selon moi, un autre incontournable. Je ne suis pas un grand fan et défenseur des jeux coopératifs. Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, mais de façon générale, je trouve que les jeux coopératifs se ressemblent un peu tous. Mais Robinson Crusoe et d'autres titres aussi, là, je ne suis pas en train de les mettre tous dans le même panier, mais Robinson Crusoe se distingue de tout ce qui était disponible sur le marché avant 2012, mais j'ai la ferme conviction qu'encore aujourd'hui, 8 ans après sa sortie, il n'y a rien de semblable à ce jeu côté immersion, côté thématique. Je vous garantis qu'après une partie, vous allez ressortir de votre chambre de jeu de société avec des souvenirs, comme si vous aviez parti en voyage. Et vraiment, à chaque fois que vous allez regarder la boîte, vous allez vous remémorer les parties que vous avez fait par le passé. Vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, c'est certainement, selon moi, le meilleur jeu de 2012. Et on continue avec 2013. 2013, année où nous avons eu des sorties comme Bruges, Concordia, Viticulture, Russian Railroads aussi et Glass Road, la route du verre, juste ici, et qui sont vraiment des jeux de type euro. Alors, pour ces exemples-là. Mais par contre, selon moi, le meilleur jeu de l'année n'est aucun de ces titres, mais peut-être un cousin éloigné de la route du verre. Il s'agit de Caverna. Caverna est un jeu que j'ai découvert quelques mois après être plongé dans le hobby. C'était mon premier gros jeu que j'ai découvert en 2014 et j'ai vraiment accroché sur ce concept. Cette grande ouverture que nous offre le jeu, je n'ai jamais, et là je vais faire un aveu, je n'ai jamais été un grand fan de Agricola. Peut-être que je devrais pas dire ça maintenant dans la vidéo, je vois déjà la pluie de pouces vers le bas. Laissez-moi terminer. Je n'ai jamais été un grand fan de Agricola pour différentes raisons. Je n'aime pas les jeux trop punitifs, les jeux où est-ce que la gestion est trop serrée. Ça dépend vraiment de quel jeu. Et probablement que si je rejouais à Agricola aujourd'hui, plusieurs années après ma dernière partie, j'aurais peut-être un autre discours. Mais à l'époque, lorsque je joue à Caverna, j'ai déjà joué à ce moment-là à Agricola avec un goût un peu amer en bouche et je découvre Caverna qui a une plus grande flexibilité et où est-ce qu'on n'a pas besoin nécessairement de tout compter vraiment à l'unité près et je suis émerveillé. Et encore aujourd'hui, en 2020, je crois que bien qu'il y a des jeux excellents que j'ai nommés, comme Bruges, qui selon moi était le deuxième candidat des meilleurs jeux de l'année, selon moi, Caverna, pour sa flexibilité, pour sa grande ouverture, pour le nombre de stratégies différentes et viables qu'il est possible d'emprunter dans ce jeu-là, selon moi, Caverna, sans contredit, c'est le meilleur jeu de 2013. L'année 2014 est remplie de surprises avec des titres comme Kanban, Roll for the Galaxy ainsi que Five Tribes, tous d'excellents titres. Mais pour moi, le jeu qui s'est vraiment démarqué ou qui selon moi est le meilleur en 2014, plusieurs d'entre vous ne seront pas surpris parce que ça fait des années que je parle de ce titre sur la chaîne. Il s'agit de Orléans. Alors, Orléans est un jeu de Rainer Stockhausen qui est sorti en 2014. C'est un jeu de bag building, un jeu dans lequel nous allons avoir l'opportunité d'aller récupérer des personnages par le biais de différentes actions. Et ces personnages, chevaliers, prêtres, moines, érudits, marchands, artisans,
navigateurs vont se retrouver dans un sac de toile. Et au début de chacun de nos tours, nous allons piocher un nombre de travailleurs prédéterminés dans notre sac et ça va composer les travailleurs qui seront disponibles pour travailler pour nous pendant notre tour. Et c'est vraiment génial. Je ne me tanne pas de ce jeu. Je l'ai découvert quelques semaines après sa sortie en 2014, l'année dans laquelle j'ai vraiment plongé tête baissée dans le hobby du jeu de société. Et depuis ce temps-là, depuis 2014, je suis en amour avec ce titre que je considère être certainement le meilleur jeu de bag building, mais également le meilleur jeu de 2014. Il existe des extensions supplémentaires pour jouer à Orléans, mais selon moi, le jeu de base est déjà incroyable et suffisant. Vraiment, selon moi, le meilleur jeu de 2014. Certains vont certainement se plaindre un peu de son look, des composantes qui ne sont pas aussi épaisses que ce à quoi on est habitué, c'est vrai, mais selon moi, la qualité des composantes, le look, tout ça est secondaire. Si on a un jeu qui est solide avec des mécanismes qui se tiennent, qui sont fonctionnels et qui sont novatrices, ou novateur, également, c'est sans importance. Alors, Orléans, vraiment, chapeau, meilleur jeu de 2014. On continue avec l'année 2015. 2015, c'est l'année où est-ce que nous avons vu des monstres débarquer sur Kickstarter. Je vous parle de Blood Rage, mais également de jeux comme Food Chain Magnet, les voyages de Marco Polo, Isle of Sky, Time Stories, qui a vraiment joué un rôle important dans l'industrie, ainsi que Pandémie Legacy saison 1. Et tous ces titres, j'y ai joué. J'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Il y a Blood Rage que j'ai un peu moins aimé après quelques parties, mais pour les autres, vraiment d'excellents titres. Je pourrais parler pendant 30 minutes facilement sur chacun d'entre eux. Mais selon moi, le meilleur titre de 2015 qui devance d'un peu quelques autres titres, c'est Trickerion, qui est un jeu de Mind Clash Games, un jeu de Richard Hamann et Victor Peter, qui est magnifique, qui est original, qui est thématique, une thématique déjà là en partant originale et saisissante aussi, qui offre une tonne de possibilités, de profondeur aussi. Donc Trickerion est un jeu de placement d'ouvriers. Avec un aspect de planification également. Nous aurons des cartes qui vont représenter des lieux en début de partie et nous allons devoir planifier nos emplettes de la journée de façon secrète. Je vais regarder les cartes qui sont disponibles pour moi, qui représentent les différents lieux, et je vais les placer face cachée sur mon plateau où chacun de mes travailleurs ou de mes employés plutôt seront associés donc à ces cartes ou à ces lieux qui seront face cachée. Et lorsque tout le monde sera prêt, nous allons dévoiler les lieux qu'on prévoit visiter à notre tour ainsi que les travailleurs qui vont s'y rendre. Et à ce moment-là, ce sera une espèce de course pour savoir laquelle de mes actions je veux réaliser en premier parce que je veux vraiment aller dans l'allée noire pour aller récupérer telle chose, mais je sais que ce joueur-là qui joue juste après moi va également y aller. Donc, est-ce que je vais en premier pour m'assurer d'avoir les premiers choix ou je vais faire telle autre action qui pourrait vraiment m'avantager maintenant, mais je ne sais pas si lui il va aller dans l'allée noire et me voler l'opportunité que je voulais aller chercher. Alors vraiment l'aspect de planification est très importante et vraiment saisissante. On ajoute à ça une thématique de magiciens, d'illusionnistes, de prestidigitateurs qui doivent aller préparer des spectacles de magie. On doit gérer les numéros qu'on connaît, donc on doit apprendre des nouveaux tours, on doit aller récupérer les ressources nécessaires pour être capable de les performer, on doit prévoir le temps nécessaire pour préparer le tour dans le théâtre où nous allons performer et on doit en plus de tout ça performer pendant un jour de la semaine devant un auditoire qui sera à l'écoute de ce que l'on va faire. Mais il y a une tonne de mécanismes qui s'embriquent à perfection dans ce jeu. La version complète avec l'allée noire, justement, les prophéties et tout ça, c'est délicieux. Vraiment, Trickerion, selon moi, est un jeu merveilleux. Je crois que justement dans la version complète,
complète. On aura la possibilité d'aller chercher des nouvelles cartes de lieux aussi, et ça c'est selon moi un must là, pour vivre l'expérience de ce jeu-là, qui vont donc nous donner la possibilité d'aller une deuxième fois dans tel lieu par exemple, alors que normalement dans mes cartes de départ, j'ai seulement une carte du marché là, par exemple. Mais en plus, lorsque je vais jouer cette carte-là qui va me donner un deuxième accès au marché potentiel, je vais pouvoir activer le pouvoir qui est imprimé sur la carte, alors que les cartes de base n'ont pas de pouvoir supplémentaire. Mais par contre, si je fais ça et que je joue cette carte-là, elle ne me sera plus jamais utile, je ne pourrai pas la réutiliser. Ce sont des cartes à utilité unique, mais c'est vraiment un jeu rempli d'opportunités, de richesses et tout ça. Vraiment, Trickerion est sensationnel. Pour moi, c'est le meilleur jeu de 2015. Continuons notre exploration en 2016 maintenant, qui est une année rocambolesque, disons-le ainsi, avec des sorties comme Sight, Terraforming Mars, À la gloire d'Odin également, qui est sorti cette année-là, Aeon's End, un des meilleurs jeux coopératifs selon moi, Clank aussi, Great Western Trail. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2016, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau à ce moment-là, mais tout porte à croire que ça marchait bien, que ça fonctionnait, parce qu'on a eu d'excellentes sorties, mais selon moi, et je crois que ça va en surprendre plus d'un. Tous les titres que je viens d'énumérer, même si je leur donne et je leur accorde une place spéciale dans mon cœur, selon moi, le meilleur jeu de 2016, c'est Yokohama. Yokohama qui est un jeu qui, selon moi, n'a pas passé sous le radar, mais qui n'a certainement pas l'amour qu'il mérite. Yokohama est merveilleux, il est délicieux. C'est un jeu où est-ce qu'encore une fois, on a une tonne de possibilités, plein de petits mécanismes qui vont s'imbriquer ensemble. Vous allez devoir former une espèce de plateau modulaire sur votre table avec une tonne de tuiles. Plus vous allez être de joueurs, plus vous allez utiliser de tuiles, et ces tuiles-là peuvent se retrouver à des emplacements différents à chaque partie. On n'utilisera pas nécessairement les mêmes tuiles aussi, peu importe, selon le nombre de joueurs autour de la table, et vous allez devoir vous déplacer d'une tuile à l'autre pendant votre tour en laissant derrière vous des assistants qui vont pouvoir améliorer les futures actions que vous allez faire dans les lieux où vous les laissez. Alors, vous allez déplacer votre président, je crois, ou votre représentant. On a un nombre de déplacements maximum à notre tour sur les lieux qui sont là. Il y aura toutes sortes de règles de déplacement également. Et là où vous allez vous arrêter, là, il y a certaines règles en lien avec les possibilités où est-ce qu'on peut déposer nos assistants, mais l'important, c'est que plus vous allez avoir d'assistants dans un lieu et plus la prochaine fois où vous allez faire l'action dans ce lieu-là, l'action sera bénéfique, sera puissante et va vous offrir une tonne de possibilités. Il y a, je crois, au moins une quinzaine de lieux différents. Dans chacun de ces lieux, vous aurez des opportunités différentes et à chaque partie, vous pouvez décider de vous concentrer sur quelque chose d'autre. Vous pouvez décider d'aller dans les technologies qui vont vous donner des passe-droits pour la plupart des règles, qui vont vous donner de nouvelles possibilités. C'est possible que ces cartes vous donnent des points en fin de partie également. C'est possible qu'elle vous donne accès à des relations avec d'autres pays qui vont fonctionner un peu sous le mécanisme de set collection en fin de partie, où ça serait possible d'aller récupérer plein d'influences auprès de l'Église, du Sénat aussi. Vous pouvez utiliser vos ressources pour accomplir des commandes. Il y a une tonne de possibilités dans Yokohama et vraiment, c'est un jeu qui, selon moi, devrait avoir plus d'attention. Bien que, comme je l'ai dit, les autres jeux que j'ai mentionnés en 2016 sont excellents. Je crois que Yokohama est celui que j'apprécie le plus parmi les autres titres qui sont sortis en 2016. On poursuit avec l'année 2017, l'année où est-ce que, encore une fois, nous avons vu des monstres débarquer sur Kickstarter comme Gloomhaven, le 7e continent. On parle également de jeux qui sont sortis comme Spirit Island, un autre jeu coopératif que j'aime beaucoup, Anachronie, Unlock aussi, qui a une place vraiment spéciale dans mon cœur et qui est vraiment passé à un cheveu d'être, selon moi, le meilleur jeu, le meilleur jeu de 2017, mais il s'est fait ravir la place par Feu d'Homme. Feu d'Homme est un jeu épique, est un jeu
profond, est un jeu magnifique, est un jeu thématique, est un récit en soi. Vous allez jouer une partie de Feudum et vous allez avoir l'impression d'avoir vécu une histoire, une saga vraiment. C'est un jeu qui est très très lourd, un jeu qui va avoir une complexité notable. Alors, ce n'est certainement pas pour tous les publics. Je crois que Board Game Geek lui accorde le poids ludique de 4,55 sur 5. C'est énorme en termes de complexité. Je vous confirme que ça l'est. Un jeu pour 2 à 5 joueurs. Un jeu qui est assez long. Pensez pas que vous allez terminer une partie sous la barre des 3 heures ou plus. Vraiment une tonne de choses qu'on peut faire également dans ce jeu avec un plateau immense qui dépasse la table sur laquelle je suis installé en ce moment. Vous allez avoir 6 guildes, comme vous pouvez le constater ici. 6 guildes qui fonctionnent. Chacun a une espèce de fonctionnement de mini-jeu. Ils vont toutes fonctionner de façon différente avec des mécanismes différents. Certaines vont vous permettre d'acheter des ressources pour en accumuler d'autres. D'autres vont vous permettre d'aller récupérer. En fait, c'est qu'elles se proposent des mini-jeux, mais elles entrent toutes en interaction avec les autres guildes. Alors, une fois qu'on va interagir, par exemple, avec la guilde des chevaliers, ça va avoir une répercussion notable et très importante sur la guilde suivante, qui est celle des érudits, je crois, ou des scribes, je sais pas, et ainsi de suite, pour former une espèce de rondelle comme ça, d'opportunités, de possibilités qui tournent. Il va y avoir du contrôle de territoire sur la carte qui est juste ici, du combat également entre les joueurs. Si vous désirez aller vers la stratégie du combat, parce que vous pourriez décider de simplement explorer, vous pourriez décider d'améliorer vos bâtiments, de passer de simples tours de garde à des fermes, à des fortifications, à des feudums, à des fiefs. Alors, une tonne de possibilités. C'est un jeu épique, un jeu auquel je ne joue pas assez souvent. Et quand j'ai l'opportunité de jouer à Feudum, j'en ressors toujours avec le sourire jusqu'aux lèvres, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors, vraiment sensationnel. C'est certainement le meilleur jeu de 2017. On enchaîne, on approche de la fin avec 2018. 2018, on a vu la réédition de Brass avec Brass Lancashire. Et c'est pourquoi je ne l'ai pas considéré comme le meilleur jeu de l'année. Brass que j'aime beaucoup, mais puisque c'était une réédition d'un jeu qui existait déjà pratiquement avec les mêmes règles, je l'ai évincé de la compétition. Il y a également des jeux comme Teotihuacan, Charlatan de Belcastel, Architecte du Royaume de l'Ouest également, qui sont d'excellents titres qui sont sortis en 2018. Mais selon moi, le meilleur jeu de l'année, c'est bien Root. Root, qui est un jeu de Cole Wehrle. J'ai toujours de la difficulté à prononcer son nom de famille, j'ai aucune idée, aucune référence pour savoir comment le prononcer, mais vraiment un jeu excellent. J'avais joué à Vast, le grand frère de Root auparavant. J'avais beaucoup aimé l'idée, l'originalité du jeu, la symétrie, tout ça, mais il y avait quelque chose qui clochait pourtant avec Vast Crystal Caverns, donc le jeu de base, la première édition. Mais Root vient tout réécrire, vient tout reprendre. Vraiment un jeu magnifique, un jeu thématique. Vous savez certainement, si vous écoutez la chaîne depuis un bon moment, que j'aime beaucoup la symétrie dans les jeux. Pour moi, c'est important, ou du moins ça a une valeur ajoutée en début de partie lorsque tous les joueurs commencent avec un petit plus ou quelque chose de personnalisé. Dans Root, on reprend cette idée-là, mais on la multiplie par 197. C'est exceptionnel, la symétrie qu'on va ressentir, mais qu'on va avoir, pas juste ressentir, dans ce jeu. Chaque clan ou race, si on veut, que ce soit les chats, le vagabond, qui est le petit raton laveur juste ici, le clan de l'Alliance, aussi les fourmis, pas les fourmis, mais les souris, ou les oiseaux également. Chacune de ces races va fonctionner avec des mécanismes complètement différents. Pour ce qui est de la race des oiseaux, on va avoir du tableau building. Alors, on va devoir se créer littéralement un tableau de cartes avec des commandes on va s'engager à effectuer les commandes dans l'ordre dans lesquels on les a jouées et de façon constante et exponentielle. À chaque tour, on devra en jouer une supplémentaire et une supplémentaire et une supplémentaire jusqu'à temps qu'un jour, on ne soit plus capable d'effectuer tous ces ordres et qu'on faillisse à la tâche et qu'on doive recommencer, alors que les chats, eux, vont commencer avec des représentants partout sur le territoire. Ils vont vraiment commencer en situation de puissance où est-ce qu'ils vont être présents
partout et on devra en cours de partie construire des bâtiments sur la carte qui vont nous donner des ressources qui vont pouvoir générer des points, ressources que nous allons pouvoir utiliser pour construire autre chose, alors que les souris vont utiliser, et vous comprenez le principe, chaque race est radicalement différente, vraiment génial. Root, il y a des extensions qui sont disponibles également, il y a Root Underground qui est passé sur Kickstarter, que je surveille de près la sortie en magasin, mais Root en 2018, c'est certainement le meilleur jeu. Et finalement, on termine avec l'année 2019 qui vient de se terminer, donc avec des titres comme Wingspan, Tapestry, Maracaibo, Marvel Champions également. Et j'ai fait en collaboration avec Sylvain et Vince, notre top des meilleurs jeux de 2019. Alors ça ne sera pas une surprise pour vous d'apprendre que le jeu, selon moi, de l'année en 2019, c'est bien évidemment Cloudspire. Cloudspire que je surveillais dès ses balbutiements les plus initiaux et que j'ai suivi jusqu'à encore aujourd'hui. Il y a une nouvelle campagne qui est annoncée sur Kickstarter dans les semaines à venir et je surveille ça assidûment. C'est un jeu exceptionnel, encore une fois, avec une grande importance sur l'asymétrie. Les races que nous allons incarner vont fonctionner de façon radicalement différente. C'est un jeu de Tower Defense. Si vous êtes familier avec les petits jeux sur application de téléphone de Tower Defense, où est-ce qu'on doit défendre un château avec des tours, eh bien, c'est pratiquement le même concept ici, sauf que nous allons jouer l'un contre l'autre. Nous allons donc bâtir une armée au fur et à mesure que la partie va avancer. Armée qui sera composée d'unités totalement différentes selon la race qu'on décide d'incarner, des héros également qu'on va pouvoir déplacer sur la carte, que nous allons pouvoir faire améliorer, évoluer, équiper avec des équipements, aller chercher des mercenaires, il y a des événements qui peuvent arriver aussi, on peut explorer des zones pour aller régler des situations ou faire face à des créatures qui étaient cachées dans les bois, on peut construire des tours, on peut améliorer les tours également qu'on a construites, vraiment une tonne de possibilités. Le mode en solitaire est complètement génial, mind-blowing, comme on dit en anglais. Si vous n'avez pas déjà regardé les vidéos que j'ai fait sur Cloudspire et que je pique votre curiosité, écrivez ça dans la barre de recherche sur YouTube, Cloudspire, français, école du jeu. Vous allez voir une session de jeu en solitaire, vous allez voir ma présentation du jeu, ma critique également après plusieurs parties. Vraiment un jeu génial. C'est sans contredit selon moi, bien que Maracaibo soit un excellent jeu aussi, soit dit en passant. Selon moi, Cloudspire est le meilleur jeu de 2019. Alors voilà, on vient de faire le tour de la décennie en 30 minutes. Oui, je sais, il y a certainement des titres que j'ai oubliés ou que vous jugez incontournables et que, malheur à moi, je n'ai même pas osé mentionner dans cette vidéo. Eh bien, écrivez-moi ces titres que vous jugez incontournables dans les commentaires sous la vidéo. Il me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous avez peut-être remarqué également qu'avec les années, mes avis ou mes critiques sur certains jeux changent. Alors par exemple, la vidéo que j'ai déposée en 2018 sur les meilleurs jeux de l'année, je mentionnais Endeavor comme étant le meilleur jeu de l'année. Endeavor est un super bon jeu, certainement, mais avec du recul plus d'un an après et avec plusieurs parties derrière la cravate, après avoir expérimenté davantage d'autres jeux, je peux dire que mon avis a changé et être à l'aise avec cela. Alors n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à me laisser votre top des meilleurs jeux de la décennie. Tout un défi, vous allez voir si vous vous prêtez à l'exercice comme moi. Vous commencez en 2010 et vous passez à travers toutes les sorties jusqu'en 2019 pour me présenter vos 10 meilleurs jeux de la décennie. Dans les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut également si vous avez apprécié celle-ci et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et on se revoit dans 10 ans pour une autre vidéo top 10. 1, 2